Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire des éditions Didier Fleu. Nous allons parler ensemble pendant 45 minutes environ d'une thématique qui semble vous intéresser. Vous êtes nombreuses et nombreux à nous avoir rejoints, donc j'imagine que ça vous intéresse beaucoup. La thématique aujourd'hui, c'est construire une séquence pédagogique pour vos cours de français langue étrangère. Et notamment, on va travailler avec certains outils comme des méthodes des éditions Didier Fleu qui s'appellent Edito pour les adultes, Imagine pour les adolescents et Passe-Passe pour les enfants. Donc, je vous montrerai plusieurs outils à la fin de ce webinaire pour que vous puissiez construire en toute sérénité vos séquences pédagogiques avec vos propres contingences, vos propres prérequis spécifiques pédagogiques, on en parlera. Donc, bienvenue dans ce webinaire. Vous êtes nombreux, comme je le disais, d'un peu partout dans le monde. Si je regarde un petit peu le chat sur le côté, vous nous rejoignez de Serbie, de France, des États-Unis, de Roumanie, d'Albanie, d'Ukraine, de Madagascar, d'Inde, du Mexique, de Pologne, d'Argentine, de Bolivie, du Brésil, j'en oublie sans doute, d'Italie, de Macédoine, de Géorgie. Voilà, donc je ne vais pas citer tous les pays, mais vous êtes très nombreuses et nombreux, donc merci de nous avoir rejoints, y compris depuis la Grèce et le Liban, je vois en dernier. Merci à vous pour votre participation. N'hésitez pas à poser des questions au fil de ce webinaire dans le chat. Quant à moi, je m'appelle Wilfried et on est donc ensemble pendant 45 minutes pour parler de ces fameuses séquences pédagogiques et de comment les construire, avec à la fin de ce webinaire une petite surprise que je vous partagerai avec des outils pour vous, spécifiquement au travers de nos collections des éditions Didier Fleu. Alors, en guise d'introduction, on va commencer, si vous voyez bien mon écran, on va commencer par un petit préambule sur, en forme d'entonnoir, on va dire, ce qu'est une séquence pédagogique et dans quoi elle s'inscrit. En fait, une séquence pédagogique, c'est quelque part la chasse gardée, le domaine gardé en fait, des enseignants qui construisent leur propre séquence pédagogique et qui imaginent comment ils vont structurer le scénario pédagogique de leur progression pédagogique. Tout cela, ça s'inscrit dans un ensemble beaucoup plus vaste, comme vous le voyez à l'écran. On a d'abord le programme. Le programme, c'est souvent issu d'un ministère de l'Éducation, hein. Donc, ce sont des textes officiels. Alors, parfois, on en a, parfois, on n'en a pas. Mais en Fleu, on peut ne pas en avoir de texte officiel de gouvernement sur des compétences à acquérir, des listes de connaissances, un programme en lien avec un socle commun ou avec de l'interdisciplinaire. Ça, ce sont des programmes qui émanent d'un ministère de l'Éducation. Mais si on s'appuie à des cours qu'on peut donner à des adultes de français langue étrangère, il n'y a pas forcément de programme rattaché. Par contre, on en a un qu'on connaît tous, qui est le CECRL, le cadre européen commun de référence pour les langues. Et ce cadre européen des langues est en quelque sorte une forme de programme à l'origine de tout le reste dont on va découler toute notre progression. Après un programme, on a la programmation. La programmation, c'est en général, ça peut être à plusieurs niveaux. Une programmation, elle peut être au niveau du ministère, elle peut être au niveau d'un établissement. Par exemple, une direction pédagogique dans une école est à la programmation et va définir un des premiers facteurs de comment on met en musique, comment on met en rythme ce programme. Eh bien, c'est le facteur du temps. C'est le facteur d'organisation de ces apprentissages qui va définir une durée. La programmation, c'est ce qui va définir la durée et la véritable rythmique du cadencement de ces apprentissages pour les apprenants. Après cette programmation, on a la progression, c'est-à-dire l'enchaînement des apprentissages par étapes successives selon les acquis précédents. Donc, c'est ce qui va aussi permettre de dire, quand on est dans une matière spécifique, comme les mathématiques, eh bien, quelles sont les notions qu'on doit aborder dans la première année de secondaire, quelles sont les notions qu'on doit aborder dans la deuxième année de secondaire. Donc, vraiment, l'idée de découper en quelque sorte les compétences de manière progressive vers un degré de difficulté de plus en plus important. Donc, c'est ce qu'on appelle la progression, le fameux découpage qui suit la programmation. Et puis maintenant, on arrive dans votre domaine, à vous qui nous écoutez, le domaine des enseignants. Tout ça, on le subit un peu, hein, quand on est prof, on a toujours subi un programme ministériel, on a toujours subi un programme qu'on nous a imposé plus haut. Et puis là, on commence à rentrer dans notre domaine, le domaine de la séquence pédagogique. C'est notre domaine, comme je le disais, c'est chasse gardée. C'est ce qui permet aussi aux enseignants d'exprimer leur créativité pour organiser leur propre séquençage, leur propre scénario pédagogique. Donc la séquence, c'est un ensemble de plusieurs séances
qui respectent une progression, qui peuvent être amenés aussi à respecter un programme. Le mot-clé qui est important pour une séquence, c'est l'unité de sens. C'est vraiment, pour nous en FLE, ce qu'on appelle un acte de communication. L'acte de communication, c'est ce qui va guider l'organisation d'une séquence. On le verra tout à l'heure avec un exemple. Et puis, dans une séquence, si on termine en entonnoir comme ça, il y a des séances. Les séances, c'est l'unité de temps, c'est vraiment quand on est dans une séance de classe, 45 minutes de cours, par exemple, qui s'inscrivent dans une séquence pédagogique, laquelle séquence pédagogique s'inscrit dans une progression, laquelle progression s'inscrit dans une programmation, laquelle programmation s'inscrit dans un programme ministériel ou CE-CRL, par exemple. Donc, effectivement, Pascal nous dit « Je n'ai jamais travaillé pour l'éducation nationale, je suis très autonome pour satisfaire les objectifs de mes apprenants. » Donc ça, c'est bien, mais on a quand même quelque part au-dessus de nous toujours des indicateurs. Ce n'est pas forcément un programme, mais on a des indicateurs. Je parlais du cadre européen. En soi, le cadre européen est une forme de programme que l'on nous propose. Après, on a une latitude pour le respecter ou pour créer sa propre progression à partir de là, mais ça donne quand même un fil conducteur intéressant à pouvoir piloter. Alors, ce préambule, il est intéressant parce qu'il nous permet de voir que la séquence pédagogique, elle ne naît pas du chapeau, elle ne sort pas du chapeau toute seule de l'enseignant, mais elle s'inscrit dans un ensemble beaucoup plus vaste. Si on avait maintenant à faire la différence entre une séquence et une séance, je vais juste donner un extrait de ce que dit le bulletin officiel de l'éducation nationale en France, parce que cette définition, elle est assez claire, je trouve. Une séquence, nous dit le bulletin officiel, c'est un ensemble continu ou discontinue de séances articulées entre elles dans le temps et organisées autour d'une ou de plusieurs activités en vue d'atteindre les objectifs fixés par les programmes d'enseignement. Penser en séquence permet d'anticiper et d'exprimer clairement ce que vous souhaitez apprendre à vos élèves, dans une dynamique de progressivité. Donc, on l'a compris, la séquence, c'est ce qui organise autour de compétences et autour d'objectifs. On va s'attarder tout à l'heure justement sur ces deux notions, les notions d'objectifs et les notions de compétences qui vont nous intéresser. Et puis, la séance, c'est vraiment la séance qui est une période d'enseignement, par exemple 45 minutes, 1 heure selon votre pays, selon la structure de votre établissement aussi. C'est la séance qui est une période d'enseignement qui vise un objectif d'apprentissage fixé à son propre terme. C'est-à-dire qu'à la fin d'une séance, on a forcément un élément de compétence ou d'objectif qui est développé. La séance vise à faire progresser l'élève vers la maîtrise des compétences visées par la séquence. Donc, dans une séance, on va être amené, par exemple, à aborder un petit morceau d'une compétence, puisque l'intérêt d'une séquence, c'est de savoir diviser, de savoir séquencer, saucissonner, si vous voulez, si je prends une métaphore, de pouvoir découper une compétence en plusieurs morceaux qu'on va aborder dans des séances. Quelles sont les questions à se poser avant de construire une séquence pédagogique? Alors, il y a plein de questions à se poser quand on veut commencer, quand on débute, quand on est enseignant, mais peut-être aussi je replace ici les questions qu'on doit se poser, même si on est déjà enseignant aguerri, c'est toujours intéressant de savoir de quoi on part, à partir de quoi on commence pour créer une séquence pédagogique. L'idée, c'est d'éviter le syndrome de la page blanche. On ne va pas vous demander de créer une séquence de toutes pièces à partir de rien. La première question à se poser, elle est fondamentale, vous l'avez compris, c'est est-ce que je démarre avec des objectifs pédagogiques identifiés? Est-ce qu'on me les a déjà fournis? Est-ce que le programme m'est imposé? Auquel cas, si le programme est imposé, en fait, on a déjà un début de séquençage, puisqu'on nous donne quand même des éléments de progression, des éléments d'organisation, des éléments de programme qui nous aident à construire une séquence pédagogique. Et puis, est-ce que mon cours est inscrit dans le cadre européen, le CE-CRL pour les langues, auquel cas, j'ai quand même des indicateurs assez forts pour m'inscrire dans une progression et un séquençage. Deuxième question à se poser, c'est quelles sont les compétences que je vais aborder avec mes apprenants, que ce soit des compétences de l'ordre du savoir, des savoirs grammaticaux, des savoirs lexicaux, des savoir-faire linguistiques, compréhension, production, écrite, orale, des compétences socioculturelles et pragmatiques, et puis aussi des compétences de l'ordre du savoir-être. Qu'est-ce qui doit être acquis par mes apprenants et qu'est-ce que je vais évaluer à la fin de la séance? Ça, c'est aussi une autre question à se poser. Quels sont les points essentiels de chacune de mes séances? Qu'est-ce que doivent retenir mes élèves à la fin de chaque séance? Il ne s'agit pas seulement de se poser la question pour la séquence en entier, mais à la fin de chaque séance, qu'est-ce qu'ils doivent retenir en sortant de la classe?
Autre question importante, on en parlait rapidement tout à l'heure, c'est l'évaluation. Quelles connaissances, c'est-à-dire les prérequis, doivent avoir les apprenants pour aborder le thème? Est-ce qu'ils ont déjà un bagage culturel, linguistique ou autre, ou est-ce qu'ils ne l'ont pas? Et puis, par ailleurs, est-ce que je prévois, quand ils entrent en classe, dans ma séquence pédagogique, imaginons que je suis à la séquence 3 de mon cours sur une année, est-ce que pour le début de cette séquence 3, je prévois une évaluation diagnostique en amont pour m'assurer que les prérequis ont bien été intégrés par les apprenants? Autre question, quels savoirs et savoir-faire nouveaux vont être abordés, ce qui me permet de différencier les prérequis de ces nouvelles compétences qu'ils vont devoir développer, mais ces apprenants. Autre élément majeur, et c'est souvent la question que nous posent les enseignants quand on parle de ressources pédagogiques par rapport à un manuel scolaire, c'est de quel temps puis-je disposer? Si vous avez cet élément de temps, ça va vous permettre bien sûr de séquencer. On ne peut pas faire une séquence pédagogique si on ne sait pas combien d'heures de cours on a, parce qu'on ne sait pas se projeter dans le calendrier. Autre élément important, c'est quelles sont les différentes situations d'apprentissage que je vais proposer pour atteindre les objectifs fixés. Et c'est là qu'on va commencer à se poser plein de questions sur la diversité, sur la différenciation. Il ne s'agit pas de faire des séances qui se ressemblent toutes les unes les autres et de les juxtaposer les unes les autres. Il faut qu'il y ait du liant, il faut qu'il y ait de la créativité, il faut qu'il y ait de la nouveauté, il faut trouver des ressources pour motiver les apprenants. Et c'est donc là, à plein, que va jouer la créativité de l'enseignant. Et puis une dernière question qui me semble importante aussi à se poser pour construire une séquence pédagogique, c'est quelle progression vais-je retenir pour aborder ce thème? Alors je vais y revenir, j'ai abordé plein de mots ici dans ces questions, je vais y revenir dans le détail dans la suite de ce webinaire. D'ailleurs, première notion qu'on va aborder, c'est la notion de progression pédagogique, et notamment la notion d'escalier pédagogique. Moi, j'aime bien cette métaphore de l'escalier pédagogique. Vous voyez sur le côté, d'ailleurs, de mon écran, il y a une image d'un apprenant qui gravit une montagne. Il est au milieu de la montagne, et puis nous, en tant qu'enseignants, on a un peu le Sherpa, le coach, et on va essayer de le faire gravir cette montagne pour arriver jusqu'en haut. Mais il faut le motiver, il faut lui donner de la ressource, il faut lui donner des éléments techniques, méthodologiques aussi pour réussir à monter cette montagne. Il faut l'entraîner suffisamment pour qu'il soit en capacité, avec de l'endurance, de monter cette montagne. Donc, bien sûr, la progression pédagogique, c'est un petit peu comme le rôle d'un Sherpa, quelque part, pour aider des apprenants à monter une montagne, à gravir la montagne d'une compétence ou d'une connaissance. Donc, on va se poser des questions sur la progression qu'on va retenir. Et qu'est-ce qu'on doit prendre en compte pour construire une progression? Eh bien, il faut se poser les questions des notions. Quelles sont les notions qu'on va aborder? Est-ce que ce sont des notions prérequis ou des notions nouvelles à acquérir? Ça, c'est un élément important. Si vous démarrez sur des notions tout à fait nouvelles, vous allez forcément complexifier l'apprentissage de l'apprenant parce qu'il va découvrir tout depuis le début. Alors que si vous vous appuyez sur des prérequis, vous vous appuyez déjà sur un socle solide de choses qu'il a déjà acquises, et donc vous allez pouvoir le rassurer pour l'apprentissage de nouvelles compétences. Pour construire une progression, ça dépend aussi de votre posture en tant qu'enseignant. On n'est pas forcément à l'aise avec certaines progressions pédagogiques. Je vais vous parler de 3 progressions tout à l'heure. Je vous donnerai 3 progressions utilisées par la plupart des enseignants. Certains sont plus à l'aise avec une progression plutôt qu'avec une autre. Donc, c'est à vous aussi de choisir la progression avec laquelle vous êtes le plus à l'aise. Il n'y a pas seulement votre apprenant, il y a aussi vous en tant qu'enseignant, bien sûr. Bien sûr, il y a les variables de la formation et les contraintes de la formation. Les contraintes, ça va être le volume horaire, ça va être si vous avez une classe équipée en numérique ou pas numérique, ça va être aussi est-ce que vous avez un programme ou pas un programme. Tous ces éléments-là vont jouer aussi, bien sûr, pour le choix de votre progression pédagogique. Et pour les 3 progressions pédagogiques qu'on peut retenir, il y a bien sûr une progression linéaire. Progression linéaire, c'est on prend une compétence et chaque compétence est abordée dans une séance et on va juxtaposer dans chaque séance une progression autour de chaque compétence. C'est un choix pédagogique un peu plus classique qui ne fait pas de place à l'oubli. C'est quand même dommage parce qu'en fait, l'oubli, c'est intéressant dans un apprentissage. C'est intéressant de mémoriser des choses quand on apprend, mais c'est aussi intéressant d'oublier. Moi, j'aime bien comparer l'apprentissage à une respiration. Quand on respire, on ne fait pas seulement qu'inspirer. On ne doit pas donc demander à nos apprenants de ne faire qu'inspirer. Ils doivent, à un moment donné, aussi expirer.
Eh bien, pour l'apprentissage, c'est un peu pareil. On doit apprendre et oublier, mémoriser et oublier, et ainsi de suite. Et revenir sur une notion, ainsi de suite, la mémoriser, l'oublier. Et à force de faire ce schéma un petit peu binaire, un peu comme une respiration, inspiration, expiration, eh bien, on va ancrer les acquis, on va mémoriser les acquis. C'est ce qu'on appelle une progression spiralaire. C'est le deuxième progression qui est la plus utilisée aujourd'hui, notamment celle qui est la plus utilisée dans les méthodes et les manuels scolaires, notamment dans les méthodes de français langue étrangère. On utilise beaucoup cette progression spiralaire. Pourquoi? Parce qu'on va dans une unité qui est une séquence pédagogique, on est bien d'accord. Dans une unité, eh bien, on va favoriser l'oubli, on va revenir sur des acquis, on va y revenir plusieurs fois au fil de l'unité. Et comme le dit Sandrine, je suis tout à fait d'accord, se tromper aussi à cause de l'oubli, c'est aussi important. On a le droit à l'erreur. Et c'est justement par l'erreur qu'on mémorise beaucoup plus de choses. Donc, c'est important de se tromper, de faire une erreur, de trébucher quand on monte la montagne, hein, avec la métaphore que j'utilise sur le côté, on va trébucher. Eh bien, on trébuche une fois sur une erreur, et puis la deuxième fois, on ne le fait plus, puisqu'on a compris comment faire. Donc, effectivement, la progression spiralaire, elle va favoriser en quelque sorte l'oubli, l'erreur, et puis on va revenir dessus progressivement, de manière spiralaire, pour aller de plus en plus vers des notions difficiles autour d'une même compétence, et c'est ce qui va finalement ancrer des acquis. Et puis, il y a une troisième progression qui se voit, notamment, je la vois beaucoup en français langue étrangère, plutôt à partir des niveaux B1, surtout B2, C1, C2, une progression thématique, c'est-à-dire que plutôt que d'avoir une logique de progression par acte de communication, au niveau supérieur, en général, en FLE, il y a des enseignants qui font le choix de progression thématique. C'est tout à fait défendable, hein. Quand on est au niveau C1, C2, on est moins dans les actes de communication, mais plus dans une progression thématique. Par exemple, faire une unité, une séquence pédagogique sur la liberté. Voilà. C'est un sujet vaste, mais qui peut nous amener aussi à réfléchir par l'axe thématique à plusieurs compétences à l'intérieur de ce fonctionnement thématique. Donc, c'est plutôt une progression, enfin, moi je recommanderais plutôt dans les niveaux avancés, et d'ailleurs, quand on le voit dans notre collection phare aux éditions Didier, au niveau C1, on n'a pas on a une progression thématique en fait, on a un séquençage par thématique et par sujet thématique. Donc, effectivement, c'est intéressant de voir cette logique aussi qui peut progresser d'une progression spiralaire vers une progression thématique en fonction des niveaux du cadre européen. Donc, se poser les bonnes questions, c'est aussi ça. Quelle progression je veux par rapport à mes apprenants et par rapport aussi à mon ADN de prof, avec quelle progression je suis le plus à l'aise. Deuxième notion importante pour construire une séquence pédagogique, c'est de savoir définir des objectifs. Alors souvent, on a tendance à croire qu'on n'a qu'un seul objectif dans une séquence pédagogique. En général, on court plusieurs lièvres à la fois, et c'est ça qui est un petit peu compliqué. Donc, pour revenir sur l'objectif, il est important de définir un objectif général de l'unité. En général, cet objectif, il est lié à un acte de communication, comme par exemple, ça pourrait être au niveau A2, exprimer ses émotions. Exprimer ses émotions, c'est un objectif communicatif, acte de communication, acte de parole, objectif général de mon séquençage, de ma séquence pédagogique. Et puis, en dessous de cet objectif général, on va subdiviser l'objectif en objectifs intermédiaires. Ces objectifs intermédiaires sont une démultiplication de l'objectif général. En gros, ce sont des étapes pour atteindre l'objectif général. C'est exactement l'image que je montrais juste avant. Plutôt que de montrer aux élèves le sommet de la montagne, on va leur montrer les marches d'un escalier. On va leur dire, bien, on va d'abord faire cette première marche, puis ensuite cette deuxième marche, puis cette troisième marche. C'est beaucoup plus facile et motivant pour un apprenant, comme pour un marcheur qui affronte une montagne, de voir les différentes étapes l'une après l'autre, plutôt que de montrer directement le sommet et de dire on va là-haut. C'est-à-dire de montrer l'objectif général et uniquement l'objectif général. Donc, subdiviser en objectifs intermédiaires, c'est-à-dire en étapes, en paliers, en marche de ce fameux escalier pédagogique, si vous voulez, c'est aussi important pour pouvoir rassurer et motiver les apprenants. Et puis, en dernier lieu, il y a des objectifs opérationnels, et c'est là
qu'on va rentrer dans le détail ensuite avec un exemple de séquence pédagogique. En gros, les objectifs opérationnels, ce sont les performances dont les apprenants vont être capables. Ils doivent préciser le comportement observable avec beaucoup de verbes d'action. L'apprenant est capable de faire ceci, l'apprenant est capable de faire cela. Vous savez, ces fameux descripteurs que l'on retrouve dans le cadre européen. Ces fameux descripteurs qu'on va retrouver aussi dans nos grilles pédagogiques. En gros, si vous voulez, les objectifs opérationnels, c'est un peu les critères d'évaluation qui vont nous permettre d'évaluer les objectifs intermédiaires. Donc, si je résume, objectif général, l'acte de communication, en FLE plutôt, les objectifs intermédiaires, les différentes étapes qui sont une subdivision de cet objectif général, acte de communication, et les objectifs opérationnels, plutôt exprimés par des verbes d'action, qui vont nous permettre de créer en quelque sorte des subdivisions de ces objectifs intermédiaires comme des critères d'évaluation de ces objectifs. Alors, une séquence pédagogique, pour la visualiser, souvent on a une séance 0 qui est une évaluation prédictive ou une évaluation diagnostique, une séance 1 avec des activités brise-glace, une séance 2 avec de la compréhension de la grammaire en contexte, avec du repérage sur un corpus, une séance 3 avec de la compréhension en contexte et de la phonétique, par exemple. Je vous donne quelques exemples. Une séance 4, pas 5, mais avec de l'évaluation linguistique formative à un premier niveau, une production et une interaction en séance 5, une séance 6, ouverture culturelle et francophone, une séance 7 avec une tâche finale, et puis une séance 8 avec une évaluation sommative. Voilà, ça pourrait être un exemple de progression pédagogique avec 8 séances de cours sur une séance pédagogique qui va permettre de subdiviser un petit peu nos objectifs dans un cadre temporellement défini d'une séquence. Je vous donne un exemple un peu particulier. On va reprendre les objectifs spécifiquement. Eva nous pose la question, est-ce que les objectifs opérationnels et spécifiques, c'est pareil? Oui, c'est exactement la même chose. Par objectif opérationnel et spécifique, on pourrait même dire critère d'évaluation, si vous voulez. Tout dépend de comment vous vous positionnez. Pour moi, un critère d'évaluation est un objectif mesurable, en fait. Et donc, quand on veut évaluer quelque chose, on doit toujours pouvoir le mesurer. Sinon, ce n'est plus vraiment un objectif opérationnel ni spécifique. Donc, on va prendre un exemple avec des objectifs communicatifs, objectif général, objectifs linguistiques, objectifs socioculturels et pragmatiques, qui sont, quant à eux, les parties en gris clair, sont des objectifs intermédiaires. Et on va prendre 2 actes de communication qui vont être notre objectif général, qui vont être comprendre un itinéraire et demander son chemin. Voilà. À partir de là, Nora nous dit « Je n'ai que 40 minutes de français par semaine ». Ben oui, effectivement, on peut être triste comme vous, mais c'est aussi un élément créatif qui va vous forcer à tordre un petit peu les ressources pédagogiques pour les faire rentrer dans ce paramètre temporel. Donc, c'est intéressant aussi de se poser les bonnes questions, de savoir c'est quoi votre objectif, vous avez 40 minutes, qu'est-ce qu'on peut faire rentrer dans 40 minutes. C'est aussi la manière d'envisager l'enseignement. C'est aussi comme ça qu'il est intéressant d'être davantage créatif encore. Je trouve que la contrainte temporelle, elle est contraignante, bien sûr, mais elle pousse à la créativité. Alors, à partir de ces 2 objectifs communicatifs, on va pouvoir subdiviser, si vous me suivez, en objectifs intermédiaires. D'un point de vue linguistique, puisque dans le cadre européen, on parle d'objectifs linguistiques, socioculturels et pragmatiques, on va pouvoir subdiviser en objectifs linguistiques comme la grammaire, avec l'impératif, l'infinitif, les prépositions, qui vont nous être utiles pour pouvoir comprendre un itinéraire et demander son chemin. Des objectifs aussi de vocabulaire avec les directions, les lieux de la ville, les modes de transport, ces différents champs lexicaux qui vont nous être utiles pour les 2 actes de communication qu'on vient d'évoquer. D'un point de vue socioculturel, je donne un exemple, mais ça pourrait être tout à fait autre chose. Là, ici, on est au niveau A1, donc c'est tout à fait envisageable. On pourrait, par exemple, parler des lieux emblématiques des villes francophones. Comment fait-on pour aller de la gare du Midi à Bruxelles jusqu'à l'Atomium, par exemple? Ça pourrait être un exemple intéressant à produire en classe aussi, d'un point de vue socioculturel aussi, puisqu'on va découvrir une ville francophone qui est Bruxelles. Les modes de transport en France et en francophonie, parler justement des réseaux ferrés, voilà, parler de la fréquentation de ces moyens de transport, de faire des sondages, par exemple, aussi sur ces moyens de transport au sein de la classe. Est-ce que tu prends le vélo? Est-ce que tu prends le train? Est-ce que tu prends le bus? Est-ce que tu viens en voiture? C'est l'occasion de point de vue socioculturel de faire, pourquoi pas, une étude aussi démographique au sein de la classe.
Et puis, il y a des objectifs pragmatiques, qui sont des objectifs techniques et méthodologiques. Un apprenant en cours de FLE ne fait pas que du linguistique et du socioculturel, il fait aussi, forcément sans le savoir, référence à des prérequis. Il utilise des compétences déjà acquises par ailleurs dans d'autres cours ou dans sa vie quotidienne. Par exemple, savoir utiliser un plan de ville et une carte, c'est une compétence à part entière qui va nous être très utile pour comprendre un itinéraire et demander son chemin. Si votre apprenant ne sait pas ce prérequis-là, s'il ne connaît pas ce prérequis-là, ça va être quand même très compliqué linguistiquement de le faire comprendre en français. Et puis, pourquoi pas, utiliser une application de géolocalisation comme Google Maps, par exemple. Savoir utiliser une application de géolocalisation, c'est une compétence pragmatique aussi, qui va nous permettre de mettre en place des activités spécifiques, linguistiques et socioculturelles, par exemple. Et Geneviève nous dit, ça me rappelle la séquence C'est où de l'unité 4 des Litois. Ben oui, effectivement, c'est exactement la séquence à laquelle on pourrait se référer pour construire cette séquence sur l'itinéraire, se repérer dans une ville. Autre élément aussi pour construire une séquence pédagogique, et j'aime bien avoir ça à l'esprit aussi pour construire une séquence pédagogique, c'est définir son atterrissage, entre guillemets, avec un rétroplanning. Moi, j'aime bien fonctionner en rétroplanning en me disant, j'aimerais amener mes apprenants à être capables de savoir faire ça, en contexte, dans la vraie vie. Donc, je vais imaginer ma tâche finale. Et en réalité, c'est même presque, après avoir défini mes objectifs, je définis d'abord mes objectifs, et ensuite, j'imagine une tâche finale, c'est-à-dire un peu la pièce de théâtre. Qu'est-ce qu'ils vont être capables de faire en groupe? Quelle pièce de théâtre ils vont être capables de produire devant moi à la fin de la séquence? Quelles tâches ils vont pouvoir réaliser? Et à partir de là, je déroule la pelote pour imaginer toutes les séances qui vont leur permettre d'arriver à faire cette fameuse pièce de théâtre, tâche finale, si vous voulez. Autre question que je me pose aussi, c'est quelle évaluation et quels critères vais-je définir en tant qu'enseignant? Pourquoi je me pose la question avant de construire les séances? Tout simplement parce que si je définis mes critères d'évaluation avant de construire mes séances, ça me permet d'avoir identifié des compétences opérationnelles, des compétences spécifiques que vous évoquiez tout à l'heure. Donc, de mieux identifier ce sur quoi je vais évaluer mes apprenants me permet déjà en amont, de manière un peu rétro-planning, de structurer chacune de mes séances. Oui, tâche finale avec un E, me faisons remarquer, effectivement. Mais oui, je n'ai pas bien suivi mes cours de français. Merci Catherine pour la correction. Effectivement. Par exemple, donc je vous donne un exemple des évaluations qu'on peut imaginer dans une séquence. Il y a des évaluations diagnostiques, on écrit avec un C ou QE, d'ailleurs, je profite pour les deux sont possibles, comme l'activité brise-glace, un test de prérequis, une évaluation formative avec des objectifs intermédiaires, comme des exercices d'application, exercices de systématisation, des activités de compréhension, des activités de production, un test linguistique, une tâche intermédiaire, un test ou un bilan linguistique. Et puis, il y a aussi des évaluations sommatives, comme des compréhensions orales écrites, production orale écrite, des interactions, une tâche finale. Des évaluations certificatives, comme par exemple de la préparation à l'examen, un DELF blanc, ou tout simplement le DELF. Et puis, il y a des évaluations parfois en contexte réel. Par exemple, dans un cours de FLE, on peut faire des simulations globales, comme par exemple l'entreprise, le cirque, le village, la ville, que sais-je. Une sortie scolaire ou un voyage, c'est aussi une évaluation en contexte réel pour voir si les apprenants se sont projetés dans leur apprentissage jusqu'à ce projet final en contexte. Bien sûr, on a plusieurs modalités pour évaluer tout ça. On peut évaluer en tant que professeur, soit avec des QCM, avec des quiz, des questions ouvertes, des questions critériées ou une évaluation positive. L'évaluation positive, je rappelle, ça consiste à valoriser les productions des apprenants. Par exemple, les apprenants font une suite de textes, par exemple, et vous allez afficher ces productions dans la classe ou les publier sur les réseaux sociaux, que sais-je. Autre manière d'évaluer, vous le faites aussi souvent, c'est... alors, on me pose la question déjà, Narj nous pose la question de la question critériée, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement une grille d'évaluation, le fait d'avoir des critères d'évaluation. Parfois, quand on utilise le QCM, le simple fait d'avoir juste ou faux, c'est le seul critère.
mais avoir des critères d'évaluation, quand j'entends question critériée, une évaluation critériée, pardon, c'est que j'entends derrière d'avoir des critères d'évaluation rédigés sous forme d'objectifs opérationnels qu'on évoquait. Donc ça, c'est important aussi, de ne pas seulement évaluer par des QCM, mais d'évaluer aussi avec des questions critériées, des évaluations critériées. Parce que si on évalue que par QCM, on n'évalue pas vraiment des compétences. On évalue, c'est juste ou faux. Ce n'est pas vraiment une compétence. C'est plus une évaluation de connaissance qu'on évalue par le QCM. Donc, faites bien le distinguo entre l'évaluation d'une connaissance, QCM, c'est vrai, l'évaluation d'une compétence, en général, on utilise plutôt des critères d'évaluation. Et puis, il y a l'auto-évaluation. L'auto-évaluation qui permet, quant à elle, de faire intervenir les apprenants dans leur propre évaluation. Donc, l'auto-évaluation, elle va permettre surtout à l'apprenant de se rendre compte de l'importance des critères, justement, de savoir s'il a acquis une compétence ou pas. Alors, ce n'est pas obligé, on n'est pas obligé d'avoir une évaluation critériée avec des notes, on n'est pas obligé d'avoir des nombres derrière. On peut aussi avoir des systèmes de couleurs, vert, orange, rouge, acquis en cours d'acquisition à acquérir. Ça peut déjà être en soi une manière pour l'apprenant de se positionner, de construire son passeport de compétences et de voir comment il se situe par rapport à ses propres compétences et comment il les a acquises ou pas. Et puis, il y a un troisième mode d'évaluation qui est aussi très sympa à faire en classe. Alors ça, c'est si vous avez un peu plus le temps, bien sûr. L'évaluation en binôme, faire échanger les copies entre des apprenants, les faire s'évaluer les uns les autres, favoriser l'entraide, c'est aussi intéressant. L'évaluation en groupe, et il y a aussi l'évaluation feedback. L'évaluation feedback, c'est aussi une évaluation que je vous invite à faire. Je vous en donne un exemple ici avec un document en anglais. C'est une matrice qui nous parle de la différenciation en classe, qui permet aux apprenants de se situer. Donc, vous avez ici ce que vous pourriez écrire au tableau, avec, vous le voyez au milieu de ce tableau, des post-it. Cette matrice, elle est divisée en deux axes. Un axe sur l'impact sur l'apprenant et un axe plus ou moins fort sur l'effort que va produire l'apprenant. Donc, quand on lui demande de faire une activité simple, comme c'est le cas en bas, vous le voyez en bas à gauche de l'écran de cette matrice, il va produire un petit effort, il va utiliser des prérequis, des choses qu'il connaît déjà, et puis ça n'aura pas beaucoup d'impact sur sa motivation, parce qu'en fait, il va avoir l'impression un petit peu de répéter des compétences qu'il a déjà acquises. Donc, l'activité, elle va être à ce niveau-là. Et puis, on peut lui demander aussi de faire un gros effort, mais un effort qui ne le motive pas, parce qu'en fait, c'est sur des compétences qu'il ne maîtrise pas et qui ne le motivent pas. Donc, on va être plutôt à droite de cette matrice. Le document est écrit en anglais parce que le document original que j'ai trouvé, il est écrit en anglais. Je suis désolé, Pascal. Voilà, c'est un document en fait qui vient du jeu vidéo, parce que j'ai déjà fait un autre webinaire sur la gamification. La gamification, c'est justement toute une réflexion autour du jeu vidéo. Et moi, j'aime bien faire la comparaison entre le jeu vidéo et les moyens de motiver les joueurs à jouer aux vidéos. Eh bien, comment on peut utiliser aussi toutes ces théories de la gamification dans les jeux vidéo pour inciter nos apprenants à rester motivés, à rester scotchés sur le jeu. Et le PowerPoint, Odile, ne sera pas disponible. Vous pouvez voir le replay, bien entendu, pour la suite. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle, dans le monde des jeux vidéo, c'est ce qu'on appelle le hard fun. Donc, si vous êtes intéressé par toutes ces théories sur l'évaluation, je vous invite à les regarder aussi du côté du hard fun. Je l'ai écrit dans le commentaire, dans le chat du webinaire. Vous pourrez en savoir plus sur ces théories. C'est intéressant pour savoir cartographier et faire participer vos apprenants pour montrer les activités avec lesquelles ils ont été à l'aise, pas à l'aise. Donc, à la fin d'une séquence pédagogique, vous pouvez aussi dessiner ce tableau avec ce qui a nécessité le plus de motivation pour eux sur un axe, ce qui a nécessité le plus d'efforts pour eux, et puis situer un petit peu avec des post-it les activités avec lesquelles ils ont été le plus à l'aise ou le moins à l'aise. Et ça vous permet, vous aussi en tant qu'enseignant, à la fin d'une séquence, de vous auto-évaluer, vous en tant qu'enseignant, pour savoir si vous avez eu des objectifs réalistes ou irréalistes avec vos apprenants. Et puis un autre outil que j'aime bien, c'est l'exemple de grille de séquence pédagogique que je vous montre ici à l'écran. Cet exemple de grille pédagogique, il va nous permettre de faire un exemple pour
cette dernière partie du webinaire. Vous voyez ici, vous pouvez d'ailleurs en faire une copie d'écran, hein, vous pouvez vous en inspirer. Moi, c'est l'outil que j'utilise pour faire mes propres séquences pédagogiques. On a un objectif communicatif qu'on va retrouver, dans lequel on va pouvoir indiquer l'objectif communicatif. Vous le voyez, il est déjà écrit. Se repérer dans une ville en français. Ça, c'est mon objectif communicatif. On a ensuite la subdivision de l'objectif linguistique en grammaire, vocabulaire, phonographie. Un axe avec l'objectif socioculturel, un axe avec l'objectif pragmatique, avec dans l'objectif pragmatique la dimension méthode et technique et la dimension attitude et savoir. Et puis, bien sûr, on va apprendre avec cette grille, cette matrice, à décliner nos objectifs généraux, en séances. Et c'est ce que je vous invite à faire tout de suite. Donc, on va prendre un exemple avec l'exemple d'objectif que je vous donnais tout à l'heure. Se repérer dans une ville en français. Se repérer dans une ville en français, donc c'est notre objectif général. On va, vous l'avez compris, subdiviser cet objectif en objectifs communicatifs, linguistiques, socioculturels, pragmatiques. Donc, en termes d'objectifs communicatifs, j'ai 2 sous-objectifs, voire 3, qui m'intéressent. Comprendre un itinéraire, demander son chemin, aider une personne perdue. Et vous voyez bien dans aider une personne perdue qu'on est déjà, si on se réfère au cadre européen, dans la compétence de médiation qui nous intéresse aussi. Comment subdiviser tout cela en autres objectifs, notamment linguistiques, d'un point de vue grammatical? Pour tout ça, il va nous falloir travailler l'infinitif avec les apprenants, tourner à gauche, prendre à droite, aller tout droit. L'impératif, tourner à gauche, prenez cette rue, etc. Donc l'impératif, important. Les prépositions, bien sûr, qui vont nous aider aussi pour dire dans quel sens on va aller, bien sûr, à gauche, à droite, avec la préposition à. Le vocabulaire des directions, vocabulaire des lieux de la ville, vocabulaire des moyens de transport, par exemple, qui vont nous être utiles en termes de champs lexicaux. Et puis la partie phonétique, phonigraphie, moi j'aime bien présenter aussi les deux, avec l'intonation de l'interrogation, puisqu'on va poser des questions, bien sûr, puisqu'on va demander son chemin. Donc, pour demander son chemin, il faut aussi travailler sur l'interrogative. L'interrogative, je ne l'ai pas mis en grammaire parce que je suppose ici qu'on est dans une séquence pédagogique suffisamment avancée pour avoir déjà vu l'interrogation dans des séquences qui précèdent. Donc, pour moi, l'interrogation, la phrase interrogative, c'est un prérequis. Ce n'est pas une compétence à acquérir ici dans cette unité. Autre compétence de phonographie, c'est la prononciation des prépositions, par exemple. Objectif socioculturel, eh bien, on va voir les lieux emblématiques des villes francophones, les modes de transport en France et en francophonie, on l'évoquait tout à l'heure. Et puis, un objectif pragmatique, on les évoquait tout à l'heure également, utiliser un plan de ville, une carte, une application de géolocalisation. Et en termes d'attitude, de savoir-être, d'être capable d'aider un touriste et d'anticiper ses questions. Donc, ça sont toutes les compétences qu'on va finalement décomposer dans des séances au fur et à mesure. L'objectif final, vous l'avez compris, c'est, moi je pense toujours à la tâche finale, c'est-à-dire à la pièce de théâtre que mes apprenants vont devoir me jouer quelque part, à cette tâche finale qu'ils vont devoir me jouer à la fin de la séquence. Bien, vous l'avez compris, la tâche finale qu'ils vont devoir me jouer, c'est ils vont devoir aider un touriste belge perdu dans leur pays, par exemple. Donc ça, c'est intéressant de se projeter sur ce qu'ils vont être capables de faire à la fin. Pourquoi? Parce que ça me permet de dérouler la pelote et de mettre en place aussi une progression spiralaire. Vous le voyez ici, je vais commencer avec la séance numéro 1. Et dans la séance numéro 1, je vais mettre un document déclencheur des objectifs. Donc, ça va être, par exemple, une carte. Je vais leur montrer une carte. Ça peut être une carte de la ville de Paris, une carte d'une ville francophone, qui va être un document déclencheur pour leur permettre d'exprimer déjà leurs prérequis, ce qu'ils connaissent déjà, les mots transparents, les mots qu'ils connaissent déjà, par exemple. Ensuite, on va commencer simplement par une compréhension orale, peut-être un dialogue entre 2 personnes qui parlent, une personne qui est perdue, une personne qui cherche son chemin, etc. On va faire un premier exercice d'application sur le point d'infinitif. Vous voyez, j'ai mis A, exercice d'application sur avec l'infinitif, par exemple. Et puis, on va faire aussi un point de vocabulaire, un exercice d'application avec les directions pour se repérer. Et puis, un objectif socioculturel, on va regarder une vidéo sur les lieux emblématiques des villes francophones. C'est l'objectif A, socioculturel. Séance 2, on va faire plutôt une compréhension écrite de l'objectif 1, comprendre son itinéraire.
Puis un exercice de systématisation de la notion grammaticale de l'infinitif qu'on a vu la séance d'avant. Donc, je commence à réactiver des acquis. Il y a eu l'oubli, par exemple, entre 2 semaines, par exemple. Un exercice de systématisation de vocabulaire sur les directions. Un exercice d'application pour la compétence B en phonigraphie. Puis, séance 3, je vais rentrer dans la production orale de la compétence 1, démarrer sur l'objectif communicatif numéro 2 avec une compréhension orale, puis réactiver des acquis avec, en phonigraphie, par exemple, d'autres éléments. Donc, vous voyez, ainsi de suite et ainsi de suite dans les séances, avec, bien sûr, toutes les 2 ou 3 séances des tâches intermédiaires qui permettent de faire participer les apprenants. Et à partir de là, on va pouvoir construire sa séquence pédagogique. Vous voyez que cette séquence, en fait, elle n'est pas linéaire, elle est spiralaire ou en spirale, parce qu'elle va permettre de revenir sur des acquis pour chacun des éléments. Pascal nous dit combien de temps est consacré à chaque séance. Là, moi, en général, ça là-dessus, je le ferai sur 1 heure de classe, 1 heure en présentiel. En sachant que ça va assez vite. Hein. Un déclencheur d'objectif, ça fait 5 minutes. Une compréhension orale, pour moi, ça fait 10 minutes. Un exercice d'application, ça fait 15 minutes en général. Donc, une vidéo, c'est la conclusion avec 5 minutes d'ouverture sur la conclusion où on discute et c'est fini. Donc, ça va assez rapidement. Donc voilà pour un exemple, vous pouvez faire une copie d'écran si vous voulez de cette grille qui peut vous intéresser aussi pour structurer vos cours. Mais comme je vous le disais, vous l'avez compris, hein, moi j'aime bien définir les objectifs qui sont en haut, hein, objectif principal et les objectifs subdivisés ensuite en linguistique, socioculturelle et pragmatique, définir ce que je veux faire à mes apprenants en tâche finale, la pièce de théâtre qu'ils vont me jouer devant moi, et entre les deux, je tire la ficelle, je tire la pelote pour pouvoir diviser en séances avec une logique spiralaire. Chose importante aussi, quand on fait une séquence, c'est important de travailler le feedback de vos apprenants, les retours de vos apprenants. Donc moi, j'aime bien travailler avec cette grille qu'on peut dessiner facilement au tableau. Et quand vous avez terminé la séquence pédagogique, je ne dis pas la séance, hein, mais la séquence pédagogique, vous pouvez écrire au tableau donc un bonhomme qui sourit, un bonhomme qui fait la tête, une ampoule, et puis aussi, pourquoi pas, un bouquet de fleurs. Ça permet aux apprenants d'écrire au tableau qu'est-ce qu'ils ont adoré de la séquence pédagogique, qu'est-ce qui a été difficile pour eux, là, le personnage qui fait la tête, une idée ou une proposition qu'ils pourraient avoir pour améliorer certains points qu'ils ont trouvés peut-être un peu trop lents, un peu trop durs. Et puis, à l'endroit où il y a le bouquet de fleurs, c'est le moment des gratitudes. Donc, c'est là où ils vont dire merci. Ils vont remercier pour une chose, pour quelque chose qui a été original, par exemple, pour quelque chose dans lequel ils se sont amusés, ils se sont éclatés. Donc, ça, c'est intéressant aussi pour vous, en tant qu'enseignant, en termes de feedback, d'avoir une transparence, effectivement, comme le dit Sandrine, d'avoir une transparence avec vos apprenants sur... vous avez construit une séquence pédagogique, vous êtes le metteur en scène, eh bien, les acteurs que sont vos apprenants, ils doivent vous faire aussi des feedbacks. Ça marche dans les deux sens. Donc, vous n'êtes pas le seul détenteur du pouvoir critérié d'évaluer vos apprenants. Vos apprenants vous évaluent, vous aussi, quelque part, en tant qu'enseignant. Donc, c'est important d'avoir cette dynamique, bien sûr, pour améliorer ces séquences pédagogiques. Une séquence pédagogique, elle peut très bien fonctionner avec un groupe, et peut-être moins avec l'autre aussi. Donc, c'est ça qui... rien n'est écrit et figé dans le marbre. Hein. Une séquence pédagogique, elle vaut pour un groupe, mais elle ne vaut pas forcément pour un autre groupe. Donc, c'est toute la difficulté. Une fois qu'on a fait une séquence, il faut bien sûr la faire vivre, et la faire vivre de manière différenciée avec le public que vous avez en face de vous. Et oui, Nathalie, il faut être assez flexible entre les groupes, je suis d'accord. Alors, je vais vous montrer un dernier outil. Ici, je vous montre une séquence pédagogique du niveau A1, l'unité 1 du niveau A1 d'Édito 2022 aux éditions Didier Fleu. Et je vous pose une question, est-ce qu'une séquence pédagogique doit respecter la progression de l'unité d'une méthode? Alors, à votre avis, est-ce qu'une séquence pédagogique doit respecter la progression de l'unité d'une méthode? C'est une vaste question. Si vous utilisez une méthode dans votre classe, est-ce que votre séquence pédagogique doit respecter de A à Z la progression proposée par l'éditeur? Alors, vous me dites, voilà, j'adapte parfois, pas forcément. Non, non. Effectivement, d'un point de vue éditorial, une méthode est en réalité une proposition de séquence pédagogique. Une unité n'est qu'une proposition de séquence pédagogique. Ce n'est pas
la règle immuable. Donc, bien entendu, en tant qu'enseignant, vous avez cette liberté, et vous le faites d'ailleurs, pour pouvoir adapter, choisir un fil conducteur, comme le dit Ursula, c'est une très bonne métaphore. Effectivement, le fil conducteur qui va vous intéresser à travers cette progression choisie par des enseignants qui ont construit cette unité pour édito ou pour une autre méthode. Donc, vous voyez ici une progression avec des axes. Il y a parfois des thèmes qui se répètent ou des textes qui se répètent avec une logique spiralaire. Peut-être que parfois, vous n'êtes pas à l'aise avec cette logique spiralaire qui existe aussi dans édito, et vous pouvez vous en départir et créer votre propre progression. Alors, je vais vous partager un outil tout de suite. On va sortir de ce partage-là. Je vais vous montrer autre chose. Alors, je vais vous montrer un outil qui est sur notre mallette pédagogique, que je vais vous envoyer tout à l'heure. Donc, cette mallette pédagogique, vous allez pouvoir en profiter. Dans cette mallette pédagogique, vous allez retrouver toutes nos méthodes avec, à l'intérieur de chaque élément, des outils. Par exemple, si je prends édito, vous allez retrouver des vidéos qui présentent la collection, le lien vers tous nos webinaires édito, le lien vers les guides pédagogiques et le lien vers un outil de séquençage. Donc, cet outil de séquençage que je vais vous présenter, qui est très utile pour vous enseignants, il existe pour édito, pour les adultes, pour Imagine, pour les adolescents, et pour Passe-Passe, pour le public enfant de 6 à 10 ans. Donc, on va prendre l'exemple de Passe-Passe. On va regarder ensemble, ou non, tiens, on va prendre un autre exemple. Allez, j'improvise. On va prendre plutôt l'exemple d'Imagine. Imagine, on a également cet outil de séquençage que vous voyez ici, qui est un document Excel. On va l'ouvrir ensemble. Quand vous prenez ce document, alors je vais essayer de réduire ce... Voilà. On va réduire ici ce document. Donc, vous voyez mon écran, j'imagine. Je pense que vous voyez le séquençage public. Est-ce que vous voyez bien mon écran avec un fichier Excel? Est-ce que vous pouvez me le confirmer? Oui, c'est bon. Alors, super. Alors, dans ce document-là, on a fait avec notre équipe le choix de vous proposer un découpage. Vous savez que dans nos guides pédagogiques aux éditions Didier Fleur, on vous fait des préconisations pour séquencer votre cours avec un minutage. Alors, ce minutage, il existe pour le public enfant avec Passe-Passe. Il existe aussi avec le public adolescent pour Imagine. Mais pour le public adulte, on n'a pas forcément de minutage lié à la réalité pédagogique de l'utilisation d'édito. Donc, on a fait une extrapolation de combien de temps pourrait durer une activité. Ici, je vous montre un exemple de Imagine, donc collection pour les adolescents. On a fait le choix de vous montrer un exemple d'une unité qui va vous permettre de faire votre propre diagnostic. Imaginons que vous souhaitiez utiliser Imagine ou que vous utilisiez déjà Imagine. Vous allez pouvoir donc utiliser ce fichier Excel pour faire votre propre diagnostic de votre séquence pédagogique. Donc, qu'est-ce qu'on trouve dans ce fichier? On trouve le niveau. Donc là, on est au niveau A1 d'Imagine. Quelle unité? Quelle séquence? On est dans l'unité 2. Quelle partie de la leçon? Donc, il y a leçon 1, leçon 2, leçon 3, la grammaire, le vocabulaire, la page culture, la tâche finale, l'énigme, etc. Le support. On a plusieurs supports. On a le cahier, le guide pédagogique et le livre. Parce que dans le guide pédagogique, vous avez aussi des ressources complémentaires pour agrémenter votre cours. Les compétences. Quelles compétences m'intéressent pour mon cours? Des compétences linguistiques, pragmatiques, socioculturelles. Et puis, les types d'activités. Compréhension, production, révision, les jeux, la mémorisation, systématisation, des micro-tâches, des pages culture, des tâches finales, etc. Et puis, dans la dernière partie de ce tableau, vous avez le minutage, dans l'idéal, tel que préconisé dans le guide pédagogique. Donc, par exemple, ici, sur le rituel d'introduction de la séance, les auteurs proposent 3 minutes. Et puis, on a extrapolé, en se disant, pour un groupe le plus lent, il faudrait 5 minutes. Pour un groupe très nombreux, ça existe dans certains pays, il peut y avoir des cours à 40 et plus, ça prendrait 6 minutes, parce qu'il faut faire participer plus de gens. Voilà. Donc, à partir de là, vous allez pouvoir faire votre diagnostic. Comment faire ce diagnostic? Eh bien, c'est bien simple, vous allez tout à la fin de ce tableau, et vous allez avoir des questions. Utilisez-vous le cahier d'activité en classe? Sinon, filtrez sans cahier. Réalisez-vous des tâches finales? Sinon, filtrez la colonne H sans tâche finale. Faites-vous des micro-tâches intermédiaires au cours de la séquence? Sinon, vous enlevez
les micro-tâches au fil des séances. Préparez-vous au DELF, oui ou non? Sinon, vous enlevez la préparation au DELF. Et tout cela, en faisant ce filtre, ça va vous permettre de calculer le nombre de minutes nécessaires dans l'idéal, hein, si vous avez un groupe plus lent ou si vous avez un groupe nombreux. Donc, par exemple, si vous avez des séances de 45 minutes, dans l'idéal, ça fait 17 séances de 45 minutes pour faire une unité. Si vous utilisez tout, j'entends. Hein. Là, c'est en partant du principe que vous utilisez tout. Donc, le guide, le cahier, le livre, et donc toutes les activités du guide, y compris les bilans d'unités qu'on retrouve dans le guide. Donc, ça ferait 17 séances. Bien entendu, l'idée de cet outil, il vous permet de faire un diagnostic. Donc, imaginons, je n'utilise pas le cahier. J'enlève donc le cahier. Oups. Vous voyez tout. J'ai fait une petite manipulation. Voilà, donc j'ai enlevé le cahier. Là, on est bon. Imaginons que je n'ai pas le temps de m'intéresser aux compétences pragmatiques, que je ne vais faire que des compétences linguistiques et socioculturelles. Et imaginons que j'enlève la préparation au DELF, parce que dans mon établissement, on ne prépare pas au DELF et je n'ai pas le temps de faire de tâches finales parce que le temps est précieux et que je n'ai pas beaucoup d'heures de cours par semaine. Eh bien, voilà, automatiquement, ça va m'avoir calculé le fait que, en faisant ce filtre, en disant que le cahier est utilisé par les élèves uniquement à la maison, mais pas dans ma classe, par exemple, eh bien, ça me fait 9 séances de 45 minutes, 8 séances de 55 minutes ou 7 séances de 60 minutes, en partant du principe que j'ai trié ici, dans ce fichier Excel, ce dont j'avais besoin. Donc, c'est un outil de diagnostic, il n'est pas parfait, il a vocation surtout à vous aider à vous poser les bonnes questions, à vous aider aussi à identifier, à diagnostiquer ce dont vous avez vraiment besoin dans une méthode. Parce que comme on vous le disait, hein, comme je le disais tout à l'heure, une méthode d'un éditeur n'est en réalité qu'une préconisation de séquences pédagogiques. Vous le disiez vous-même tout à l'heure, vous n'utilisez pas forcément tout dans l'unité. Donc cet outil, il vise à vous aider, bien entendu, à utiliser ce qui vous semble le plus pertinent par rapport à vos propres contraintes. La contrainte, ça peut être, on a le livre, on n'a pas le cahier, je n'ai pas le temps de faire des tâches finales, je ne prépare pas au DELF, donc j'enlève les éléments qui ne m'intéressent pas. Ça va vous aider aussi à vous poser les bonnes questions pour structurer vos séquences pédagogiques. Exactement, Pascal. C'est pour cela qu'il faut toujours remettre en question notre enseignement. Voilà, donc j'espère que c'est des outils qui vous sont utiles. Sandrine nous pose la question, est-ce que c'est pareil pour les autres niveaux? Alors, on l'a fait pour Imagine sur un seul niveau, parce qu'en fait, si vous avez fait le diagnostic pour un niveau, ça vaut pour tous les autres. Même chose pour Passe-Passe, on l'a fait pour un seul niveau. Si vous l'avez fait sur Passe-Passe 1, ça vaut pour le niveau 2 et le niveau 3. C'est à peu près la même logique. Et pour Edito, on a fait un fichier, je peux vous le montrer maintenant, où vous avez tous les niveaux. Donc, on peut regarder dans le détail. Je vous montre, je reviens en arrière sur Edito. Donc, si je reviens ici en arrière sur la mallette pédagogique et sur Edito, donc vous retrouvez tous les éléments, les guides pédagogiques, comme je le disais, l'outil de diagnostic de séquences pédagogiques, et vous voyez que vous avez plusieurs onglets. Pour Edito A1, Edito A2, Edito B1, Edito B2, et vous allez pouvoir, à partir de là, vous poser les bonnes questions. Est-ce que j'utilise le livre et le cahier? Si je n'utilise pas le cahier, j'enlève. Si je ne fais pas, par exemple, de préparation aux examens, les activités complémentaires RFI parce que je n'ai pas le temps, les points de systématisation parce que la systématisation, c'est les élèves qui doivent le faire à la maison, je l'enlève. Et voilà, ça me donne un nombre d'unités, nombre d'heures par unité, 14 heures par unité, par exemple. Voilà. Donc, ça vous donne des pistes aussi pour réfléchir à l'organisation de vos séquences pédagogiques. Encore une fois, c'est plutôt un outil d'aide à la décision pour vous. Hein. Ce n'est pas un outil qui va faire la séquence à votre place, bien évidemment, mais c'est un outil pour vous, pour l'aide à la décision. Je pense qu'il est important pour se poser les bonnes questions. Juania nous pose la question, et dans une classe à multiples niveaux, exemple, on a des niveaux 1.1, 1.2 et 1.3, est-ce que l'objectif général doit être le même? C'est là que vous pouvez justement avoir le même objectif général, parce qu'en fait, on reste toujours dans du A1. Donc, comme vous avez du A1, vous pouvez aussi subdiviser vos objectifs en fonction des A1.1, 1.2 et 1.3. Par exemple, quand je parlais de l'exemple de médiation, d'aider un touriste perdu dans votre ville, par exemple, cet objectif-là, il pourrait être plutôt réservé pour des
A1.3 parce qu'ils auront davantage la capacité à être dans l'entraide. Et donc, vous allez créer une difficulté supplémentaire pour ces apprenants-là qui ont déjà les prérequis de savoir se repérer dans une ville et donc de savoir demander leur chemin, etc. Donc, ils vont être plus en capacité de faire un jeu de rôle, par exemple. Donc ça, c'est intéressant aussi de peut-être subdiviser les objectifs en fonction d'une classe à niveau multiple. Et si on demandait à l'IA, nous dit Pascal, l'IA pourquoi? Alors, je n'ai pas compris pourquoi. À l'IA de faire notre séquence pédagogique? Ben, encore une fois, vous pouvez, mais je ne suis pas sûr que ce soit l'intelligence de votre classe qui soit la plus pertinente. On est face, dans une classe, à de l'intelligence multiple. On n'est pas face à un simple robot. Donc, je ne suis pas sûr que l'IA vous donne des pistes pour faire vos séquences pédagogiques. Ça peut être un outil d'aide à la décision. C'est-à-dire, l'IA va vous donner une structure qui va vous permettre de dire, voilà pourquoi pas la séquence pédagogique que vous pourriez faire avec tel et tel objectif. Mais ça va être un petit peu la recette passe-partout. C'est comme si vous faisiez un gâteau au chocolat et que vous ne preniez pas en compte le fait que dans votre classe, vous ayez des personnes intolérantes au gluten. Donc l'IA, elle ne va pas prendre en compte ça, elle ne va pas prendre en compte toutes les spécificités de votre classe, et vous allez servir un gâteau à votre classe qui ne va pas être capable de le digérer. Donc l'IA, oui, a bien sûr ses limites. Voilà. Voilà, nous dit Sandrine, on demande à nos apprenants de bosser, donc faisons la même chose. Oui, effectivement, il faut s'adapter et il faut être créatif. Merci encore une fois à toutes et à tous pour votre participation. C'était un webinaire intéressant et j'ai eu un plaisir à l'animer à vos côtés. Les outils, vous allez les recevoir par mail. On vous les enverra par mail dans le mail d'attestation qui va vous parvenir, notamment la mallette pédagogique avec tous les guides pédagogiques, les liens vers les webinaires, le lien vers le séquençage pédagogique d'Edito, d'Imagine et de PassePasse. Et ça va vous aider, bien sûr, à prendre vos décisions. Avec mon équipe, on reste à votre écoute. Vous pouvez, bien sûr, rentrer en contact avec nous pour qu'on vous conseille pédagogiquement. Pour cela, il suffit d'aller sur le site didierfleu.com/contact au pluriel. Je vous ai mis le lien dans le chat pour nous contacter. Encore une fois, merci à toutes et à tous et je vous dis à bientôt pour un nouveau webinaire. Au revoir.